Cyril Melka, sans divan. Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à ce dernier webinaire de l'année que j'ai intitulé Croyances sans limite, point d'interrogation. Parce que est-ce que nous pouvons vraiment tout faire avec les croyances? Est-ce que les croyances déplacent vraiment des montagnes ou pas? Et si elles ne le font pas, qu'est-ce que nous pouvons y faire? Ou si elles le font, comment nous pouvons améliorer ça? Et quelle est la part de religion? Quelle est la part de psychologie? Quelle est la part de science dans tout ça? C'est un petit peu ce que je vais essayer de démêler ce soir. Alors, avant tout, j'aimerais vous parler d'un chirurgien qui s'appelait, parce qu'il est mort, Leonard Cobb. Et l'année, c'est 1959. À l'époque, en 1959, les personnes qui avaient des problèmes, des douleurs thoraciques, la méthode la plus courante, la procédure la plus courante pour les aider, c'était de faire une ligature de l'artère mammaire, comme vous pouvez le voir sur l'image. Donc, en fin de compte, il fermait une artère pour obliger le sang à passer par d'autres artères qui donc de cette façon étaient élargies et pouvaient laisser passer plus de sang. Les patients à l'époque disaient que ça les aidait beaucoup, ils se sentaient mieux, ils avaient moins de douleurs à la poitrine, ils avaient moins besoin de nitroglycérine pour supporter les douleurs et donc ils se sentaient mieux. Et donc, comme tout le monde qui se sent mieux, ils continuaient à bouffer leurs burgers, leurs sodas plein de sucre et à fumer comme des pompiers jusqu'au moment où ils mouraient de crise cardiaque un petit peu plus tard. Maintenant, il faut admettre qu'en 1959, il y avait beaucoup de choses qu'on ne savait pas encore vraiment sur le tabac, le sucre, machin, etc. Donc, c'est pardonné. Ce fameux Leonard Cobb, il avait remarqué qu'il y avait des choses qui n'allaient pas du tout avec cette procédure. Et le problème, c'est comment le prouver, parce que, en fin de compte, comment prouver que ceux qui avaient la procédure vivaient plus longtemps que ceux qui ne l'avaient pas eu, et où on avait utilisé d'autres méthodes, etc. C'était un petit peu compliqué. Donc, il a utilisé une méthode relativement radicale. Et c'est-à-dire que ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris 40 patients qui se plaignaient de ces douleurs thoraciques, et donc il les a divisés en deux groupes. Et dans le premier groupe, il a donc fait la procédure de ligature comme elle était de façon standard. Et à l'autre moitié, il les a mis en opération, il les a endormis, etc. Il leur a ouvert la poitrine, et puis il a recousu sans rien faire. En fin de compte, il a fait un fake, quoi. Et donc, il leur a donné ce qu'on appelle aujourd'hui, parce que c'est quelque chose qu'on fait toujours, la dernière étude que j'ai, dont je vais parler dans quelques instants, date de 2014, donc c'est quand même quelque chose qu'on fait toujours. Il leur a donné donc ce qu'on appelle une chirurgie fictive. Et ce qui est intéressant, c'est que, comme vous pouvez le voir sur le tableau là, les patients donc qui ont eu l'artère, enfin qui ont eu l'opération, sont en bleu foncé, et ceux qui ont eu seulement une petite incision cutanée et puis quelques points de suture, ils sont donc en bleu clair. Et donc ceux qui ont, après l'opération, ont rapporté qu'ils avaient beaucoup moins de douleurs thoraciques. On a un petit peu plus de 60% de ceux qui ont eu l'opération pour de vrai, donc 63%, 62, 63%. Et donc, ceux qui ont eu l'opération placebo, pourra-t-on dire, on est quand même à 58% qui rapportent qu'ils ont moins de douleur et ils se sentent mieux. Et ce qu'on peut en plus remarquer dans l'utilisation de la nitroglycérine, qui est utilisée en cas de douleur thoracique, en fin de compte, il y a plus de personnes qui ont eu l'opération placebo, qui ont utilisé moins de nitroglycérine, que ceux qui, en fin de compte, eu l'opération. C'est-à-dire que sur l'utilisation de nitroglycérine, l'opération placebo a été plus efficace que l'opération pour de vrai. Ce qui est quand même relativement incroyable.
les résultats de Cobb prouvent que, en fin de compte, d'un côté, il a pu prouver que cette opération n'était pas vraiment efficace pour ce qui est du traitement de la douleur, mais il a également prouvé quelque chose de très important, et c'est que le pouvoir de l'esprit est potentiellement extrêmement fort. Il suffit de dire aux gens qu'ils ont subi une intervention chirurgicale pour avoir le même résultat que l'opération chirurgicale. Alors, c'est un fait, l'effet placebo, comme on l'appelle, est bien connu en médecine, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est même quelque chose de très documenté, de bien documenté. On sait qu'en règle générale, plus ou moins en moyenne, on a entre 30-35%, voire 40% des patients qui ont déclaré se sentir mieux après avoir pris un médicament placebo. Donc, c'est pour ça qu'on fait ces tests de médicaments en double aveugle, parce que justement l'effet placebo est très important. Et l'effet placebo, il a été compris, ça fait des années et des années qu'il est bien compris, parce que dans la médecine du 18e, du 19e siècle, la plupart de la médecine de l'époque, c'était en fin de compte de donner des faux médicaments. Les médecins ou les charlatans de l'époque vous refilaient une pilule de sucre ou de calcium ou ce que vous voulez, et puis ou alors ils disaient aux gens d'aller se gargariser avec leur urine ou de boire de l'urine de chameau ou de ce que vous voulez, et puis boum, ça allait mieux. Donc le fait que l'effet placebo existe, ça on le savait, il était utilisé très largement en médecine, que ce soit la médecine véridique ou factice, mais convaincre les gens qu'ils avaient eu une opération chirurgicale et obtenir l'effet de cette opération chirurgicale en ne la faisant pas, c'était quand même quelque chose de relativement révolutionnaire. Ces effets sont bien entendu, les effets de la chirurgie fictive sont très discutés et sont très controversés, parce qu'il y a une question d'éthique médicale, d'éthique psychologique, et en fin de compte, jusqu'où peut-on aller et jusqu'où doit-on aller? Est-ce qu'il faut absolument faire une opération dans les cas où peut-être on la juge inutile, ou est-ce qu'on peut psychologiquement influencer le patient de façon à ce qu'il n'ait pas besoin de cette opération? Tout ça, c'est une question éthique très intéressante. Et dans une étude qui a donc paru en 2014 dans le BMJ, c'est-à-dire le British Medical Journal, il y a eu un bilan qui a constaté que les fausses chirurgies, c'était sur les problèmes de ménisque dans le genou, a constaté que les fausses chirurgies étaient tout aussi efficaces que les vraies chirurgies dans environ la moitié des procédures étudiées, ce qui est quand même beaucoup. Donc le placebo, l'effet placebo va plus loin que juste le médicament, il peut aller jusqu'à la chirurgie, jusqu'à la chose physique, et ça rejoint un petit peu une des choses que j'avais écrites lorsque j'avais j'avais lu cette étude en 2008, que j'avais réédité en 2015, c'est qu'en fin de compte, le placebo, si on expliquait au patient que le prix du médicament qu'il avait, c'était un prix prohibitif presque, eh ben le patient avait un meilleur effet du placebo que si on lui disait que le prix était beaucoup moins cher. En gros, on a une échelle de la façon dont le placebo fonctionne en fin de compte chez nous. Donc, on a le placebo, ça fonctionne. Le placebo cher fonctionne mieux que le placebo bon marché. Et l'opération placebo fonctionne encore mieux que le placebo cher. Donc, là, de toute évidence, on peut dire que la force de ce que l'on s'imagine est en fin de compte très importante. Alors là, on entend déjà tous les gourous de manifestation magnet et tout ce qui s'appelle, toutes ces méthodes qui sont très à la mode en ce moment, qui vous dit, bon ben écoutez les mecs, il vous suffit de croire et ça va arriver. Ou alors maintenant vous pouvez manifester votre destin, etc., etc. Il suffit d'y croire et ça fonctionne. Et c'est un fait
C'est un fait, la croyance a une grande importance. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et ça, c'est prouvé, psychologiquement prouvé, scientifiquement prouvé, médicalement prouvé, tout ce que vous voulez. Il y a une importance de l'effet placebo, il y a une importance des croyances. Pour revenir à l'effet placebo, on a quand même constaté qu'il y a plusieurs hicks dans le système. Bonsoir, Ourida. Enfin disponible, c'est bien. Eh bien, bienvenue, j'espère que vous allez pouvoir vous accrocher. Et c'est-à-dire que le hic, c'est que il y a certaines limites à ce domaine, de la capacité de manifester quelque chose, de concrétiser quelque chose. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Parce que quand on parle que ce soit une déchirure de ménisque, une migraine, etc., c'est vrai que le médecin qui vous refile un placebo ou ce que vous voulez, ça a l'air de fonctionner et ça fonctionne également relativement bien. Ça fonctionne sur la douleur, c'est-à-dire que très souvent, on va avoir moins de douleur par rapport à un produit placebo, que ce soit un produit placebo ou que ce soit un vrai produit. Mais quand les conditions sont plus compliquées, comme par exemple des troubles génétiques ou une dépression relativement profonde, l'effet placebo va disparaître presque entièrement, rapidement après. Et pour ce qui est de certaines maladies qui ont des douleurs, c'est pas parce que vous allez avoir moins de douleur de votre ménisque déplacé que votre ménisque va se remettre en place. Donc vous pouvez, il y a un risque en quelque sorte de problèmes plus graves parce que vous allez continuer à vous en occuper, à pas y faire attention, etc. Et donc vous croire guéri alors que vous ne l'êtes pas. Donc on est obligé d'accepter et de comprendre que oui, notre esprit est puissant. Il est très puissant. Et c'est vrai, ça je le vois presque tous les jours, ne serait-ce qu'en thérapie. Mais il n'est pas tout puissant. Disons qu'on peut avoir une tendance à se la péter un petit peu en tant que personne, en se disant « mon esprit est puissant, yes, maintenant je peux faire n'importe quoi, boum, on y va ». Alors, c'est vrai que, par exemple, les personnes qui croient qu'elles vont bien réussir à un test, qu'elles vont avoir de bons résultats, ont une tendance à avoir de meilleurs résultats au test que les personnes qui sont persuadées d'avoir des mauvais résultats. Les personnes qui pensent qu'elles vont survivre au cancer ont plus de chances de survivre le cancer et ont plus de chances de pouvoir vivre plus longtemps et dans de meilleures conditions que les autres. Mais, par exemple, quoi que l'on m'ait dit, je sais que les personnes qui sont persuadées de pouvoir voler n'ont pas décollé. Si elles se sont jetées du haut d'une falaise, le résultat a été relativement déplorable, même si elles étaient 100% convaincues qu'elles pouvaient voler. Donc, qu'on le veuille ou non, il y a des limites. Les limites, c'est notre psyché, c'est notre façon de réagir psychologiquement qui implique d'un côté nos attentes et de l'autre côté nos croyances. C'est-à-dire que si par exemple vous voyez quelqu'un, si vous devez avoir une prise de sang ou ce que vous voulez, à partir du moment où vous voyez l'aiguille, la seringue qui se rapproche de votre bras, vous attendez à ce que ça fasse mal, en tout cas vous attendez à recevoir et à ressentir une piqûre, donc ça fait mal, donc vous ressentez une piqûre. Si quelqu'un s'approche de vous avec un couteau et veut vous couper, vous ressentez et vous allez ressentir la coupure. C'est pour ça que, et c'est pas seulement dans des films, par exemple là je suis en train de revoir 24 heures chrono, et ben vous avez le méchant, chaque fois qu'il va aller torturer Jack Bauer, il commence à lui montrer, il lui montre les tenailles, ou il lui montre le morceau de fer rouge, ou le truc électrique, avant de lui appliquer. Et ça, c'est pas seulement du cinéma, c'est quelque chose que toutes les personnes qui font de la torture, qui effectuent de la torture, font et savent. Rien que le fait de montrer à la personne qui va être torturée l'outil
et ce qu'il peut faire à d'autres personnes ou à d'autres choses avant qu'il le voie, ça va intensifier sa perception de la douleur quand il va utiliser l'instrument sur la dite personne. Et nous savons tous, je suis sûr que ça vous est arrivé à tout le monde, en tout cas si vous faites à manger, que on est occupé à couper un truc, à faire un truc, etc. On se coupe soi-même et on le remarque pas. Ou alors on est en train de parler à quelqu'un, on fait quelque chose et puis on se coupe ou on se pique, etc. Et on ne le ressent pas. Alors, on s'en rend compte à partir du moment où on commence à pisser le sang dans l'évier ou ce que vous voulez. Et c'est tout simplement parce qu'on n'était pas attentif à la douleur. Donc, la douleur est en grande partie, parce qu'il ne faut quand même pas aller trop loin, je veux dire, si vous vous coupez avec une scie électrique ou ce que vous voulez, si vous coupez un doigt, vous le ressentez généralement, mais jusqu'à un certain niveau, en tout cas, la douleur est en grande partie déterminée par l'attente de la douleur, et elle est déterminée donc par l'esprit. Si vous supprimez l'attente de la douleur, vous pouvez souvent supprimer la douleur. Par contre, si vous ajoutez une attente, c'est-à-dire que vous vous dites « je m'attends à ce que ça me fasse mal », eh ben vous allez ressentir la douleur, même là où aucune douleur n'est nécessaire. Par exemple, si vous êtes persuadé que les mots ont une violence, que les mots peuvent vous faire mal, eh ben ils vont vous faire mal. C'est aussi évident que ça. À partir du moment où vous vous dites que les mots de cette personne ne me font pas mal, à partir du moment où vous en êtes persuadé, les mots de cette personne ne vous feront pas mal, parce que les mots en eux-mêmes ne vous font pas mal. C'est pas vrai. Donc sur ce point, et si on supprime cette attente et cette pré-compréhension de certaines choses, vous pouvez donc supprimer la douleur, qu'elle soit physique ou qu'elle soit psychologique. Nos croyances font partie donc de ce système très important dans nos vies, et ça peut aller très loin. Si par exemple vous êtes persuadé que certaines personnes ne vous aiment pas, vous allez être plus susceptible à certaines choses d'un côté, donc vous allez plus facilement mal comprendre certaines de leurs choses, mais en plus, vous allez vous comporter inconsciemment peut-être, mais vous allez vous comporter d'une façon qui va faire que ces personnes-là risquent de moins vous aimer ou de ne pas vous aimer. Vous allez vous justifier en vous disant « de toute façon, j'en ai rien à foutre de ce qu'ils pensent de moi » et vous allez même, dira-t-on, influencer de façon plus forte certains de vos traits de caractère ou même des traits de caractère que vous n'avez pas pour prouver que vous n'en avez rien à foutre de ce qu'ils pensent. Donc, en fin de compte, quand vous avez pris comme principe que telle et telle personne ne vous aime pas, vous allez influencer cette personne de façon à ce qu'elle ne vous aime pas. Tout comme on essaie d'influencer une personne à ce qu'elle nous aime quand on flirte. C'est en fin de compte exactement le même principe, juste vu avec une autre optique. Si nous croyons que nous allons réussir un test, nous allons être plus engagés, nous allons nous sentir plus engagés et nous allons plus facilement travailler dans cette direction. Alors, oui, c'est un fait que nos croyances ont une grande importance et là peut être un petit peu le problème parce qu'on peut avoir une tendance à mettre la cause sur les croyances. En fin de compte, au XXIe siècle, on est un petit peu revenu au temps sombre du Moyen-Âge, ou ce que vous voulez, qui va vous dire, oui, mais si ce que tu voulais manifester n'est pas arrivé, c'est parce que tu ne croyais pas suffisamment fort, c'est parce que tu n'as pas prié suffisamment bien, c'est parce que tu as péché, etc. On est revenu, en fin de compte, à la case départ, après avoir fait un petit tour en dehors de la religion. Les croyances, elles sont limitées, et ça, vous êtes obligé de l'accepter, et elles peuvent être également limitantes. C'est ce que l'on entend régulièrement. D'ailleurs, j'ai eu plusieurs webinaires sur le sujet, qu'on peut avoir des croyances limitantes, c'est-à-dire des croyances qui nous empêchent de pouvoir atteindre notre objectif ou ce que l'on veut. Donc, tout comme il y a des croyances limitantes qu'il nous faut trouver et qu'il nous faut descendre en flammes et détruire, il y a aussi des limites de croyances que nous devons accepter. Et c'est les cas où les limites et nos attentes se heurtent à la réalité. Et donc, il est important pour nous de faire la part des choses.
Oui, c'est vrai, il est important d'avoir l'esprit ouvert. Oui, c'est vrai, il est important d'avoir des croyances et d'avoir des principes. Mais il est important également de connaître nos propres limites et les limites de nos croyances et de nos pouvoirs, en quelque sorte. Alors, est-ce que l'esprit peut vraiment déplacer la réalité? Est-ce que nous pouvons créer une nouvelle réalité? Est-ce que nous pouvons influencer la réalité? Apparemment, oui. Alors, certains vont expliquer ça par quelque chose de divin. Ça peut être Dieu qui exauce vos vœux, qui exauce vos prières, qui exauce ce que vous voulez. D'autres vont dire que c'est l'univers qui a une influence sur... Bon, c'est une espèce de connaissance universelle qu'on pourrait assimiler à quelque chose de divin. Et d'autres, comme moi, vont rester dans le domaine scientifique et vont plutôt aller dans ce que l'on appelle la physique quantique. Alors, je vais vous donner un petit coup d'explique-moi pour remettre un petit peu les choses en place. Si on prend comme exemple en physique normale, que l'on a par exemple un canon qui va tirer des petites billes, ce que vous voulez, des billes en aluminium. Si on a ce canon qui tire des balles en aluminium sur un tableau quelconque, ces billes vont frapper plus ou moins au même endroit. Bon, maintenant, si ce canon se déplace en cercle, ben, ça va nous tirer des billes en cercle, etc., etc. Si entre le tableau et le canon qui tire ces billes en acier ou ce que vous voulez, on met une espèce de protection, une plaque, et que dans cette plaque, on met une fente. Et qu'après, on laisse le canon tirer ces billes au travers de cette fente. Et ben, toutes les billes qui vont frapper le tableau avant d'arriver au tableau final vont pas passer, et puis celles qui vont passer au travers des fentes vont passer au travers de la fente. Et donc, au final, au tableau, vous allez avoir une raie de billes qui va ressembler à une fente, parce que c'est là où les billes ont pu passer au travers de la protection. Et si vous mettez deux fentes et que vous laissez tirer un canon qui fait tirer des billes un petit peu dans toutes les directions, le panneau va bloquer les billes qui ne sont pas dans les fentes et puis il va laisser passer celles qui passent dans les fentes. Et puis au résultat, sur le tableau final, vous allez avoir deux traits verticaux qui vont être les fentes que les choses ont laissé passer. Maintenant, si on garde ce tableau final, on l'efface, et puis qu'on garde cette protection donc un petit peu en avant avec ces deux fentes, et qu'au lieu de faire passer des billes en acier, on fait passer de l'eau en vague, en forme de vague. Alors le truc des vagues, c'est que ça fait des circulaires, enfin ça fait des ronds, des demi-cercles, et quand ces demi-cercles passent au travers des fentes, elles vont se dissocier, elles vont faire plus de demi-cercles, et là où les demi-cercles vont se toucher, elles vont s'annuler. Ce qui fait que les deux fentes qui protègent donc le tableau vont laisser passer des vagues qui vont se multiplier en, si on parle de deux fentes, au moins quatre traits verticaux. Ça va être là où les vagues vont passer. Maintenant, si au lieu d'utiliser des billes en acier ou ce que vous voulez, on utilise des atomes. Les atomes, c'est la plus petite quantité possible qui forme la matière. Si on a plusieurs atomes, qu'on les met ensemble, en gros, on a de la matière. Si on bombarde donc ces deux fentes, ce tableau au travers de ces deux fentes, avec des atomes, on constate qu'au lieu d'obtenir deux traits verticaux, comme on le devrait l'avoir, comme on l'a eu avec les boules d'acier, eh ben, on a exactement le même résultat que si ça avait été des vagues. C'est-à-dire qu'on va avoir au moins 4, sinon plus, traits verticaux. Ce qui est
incompréhensible, parce que les atomes, c'est la plus petite chose connue. Ça ressemble en plus à des boules, à des billes. Donc logiquement, si on bombarde le panneau avec ces billes et qu'elles sont stoppées donc par un panneau au travers avec ces deux fentes, logiquement, on devrait avoir deux traits verticaux. Alors pourquoi est-ce qu'on a le résultat comme si ça avait été des vagues? Alors les scientifiques qui se sont penchés un petit peu sur le problème et ils se sont dit, bon, ok, le truc, c'est peut-être que ces atomes, une fois qu'ils ont passé les deux fentes, il y a eu des collisions parce qu'ils sont partis peut-être un peu dans tous les sens. Et donc, c'est pour ça que ça a fait l'effet de vague plutôt que de faire l'effet que ça aurait dû faire. Donc, au lieu de balancer plein d'atomes comme on l'a fait jusqu'ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les balancer avec le canon, mais on va en balancer un à la fois. Comme ça, au moins, on va être persuadé que c'est bon. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pris le canon, qui a donc bombardé un à la fois et qui, logiquement, aurait dû donner, donc, ce coup-ci, les deux lignes verticales. Et manque de bol, ça a donné exactement le même résultat. Comme s'il y avait eu plusieurs atomes en un. Ce qui est difficilement concevable. La seule explication logique qui reste, c'est qu'en fin de compte, l'atome, apparemment, est passé au travers des deux fentes en même temps. Il s'est, d'une façon ou d'une autre, multiplié, démultiplié, il a changé et s'est comporté comme une vague. Il a été aux deux endroits en même temps et il était à aucun des deux endroits en même temps. Donc ils se sont dit, maintenant il va falloir comprendre ce qui se passe, comment ça s'est passé. Donc les scientifiques ont mis une caméra pour filmer exactement ce qui se passait alors qu'ils faisaient cet essai. Et ils ont mis la caméra en route et ils ont bombardé avec les atomes et les atomes se sont comportés comme les billes en acier et ont donné les deux lignes verticales auxquelles on s'attendait. Seulement le fait d'observer les atomes les ont fait réagir d'une autre façon que la façon dont ils réagissaient lorsqu'ils n'étaient pas observés. De là la théorie que les atomes ne sont pas solides mais sont des vagues, que les atomes vont dans toutes les directions et sont dans toutes les directions en même temps, et que par notre observation ou par notre volonté, nous pouvons les influencer. C'est très important parce que l'être humain ne se contente pas d'observer, mais comme n'importe quel psychologue cognitif vous le dira, dont moi en premier, nous faisons toujours 4 choses en même temps. C'est-à-dire que nous avons nos sens, nous avons nos émotions, nous avons nos pensées et nous avons nos actions. Et nous faisons ces 4 choses en même temps, toujours. Même si, dans certains cas, l'une des choses est plus active que l'autre, les autres sont toujours là. Si par exemple, je suis en train de marcher dans la forêt, et j'observe, je vois un morceau de bois, une branche d'arbre sur mon chemin, la première chose qui est donc importante, c'est mes sens, la vue, mais en même temps, je vais penser quelque chose. Tiens, une branche, tiens, elle est tombée, tiens, je ne sais pas. Je vais agir, je vais marcher dessus, je vais l'éviter, je vais la ramasser et je vais avoir des émotions. Je vais la trouver marrante ou tiens, ça va me rappeler quelque chose. Enfin bref. Mais la chose la plus importante, ça va être l'observation. Et là, dans ce cas-là, c'est exactement la même chose. À partir du moment où on observe, on ne peut pas observer sans penser, sans avoir de volonté, donc, et sans avoir une idée d'interaction. On va toujours se dire, tiens, j'espère que ceci ou cela va arriver, ou tiens, je me demande si, et là, dans ce cas-là, on a une influence. La théorie qui, à l'époque, avait été développée par Erwin Notsky-Wolf, un philosophe danois, était que si on est suffisamment de personnes à croire quelque chose vraiment très fort, cela peut arriver. C'est-à-dire qu'en gros, s'il y a suffisamment de personnes qui sont persuadées que la Terre est plate, la Terre deviendra plate.
Bon, personnellement, là, je mets quand même une limite que Erwin Lotski-Wolf ne met pas, mais maintenant il n'en a pas beaucoup de limites. Et là, dans ce cas-là, je dirais non. Il faut quand même rester dans les clous, dans les clous d'une certaine réalité. Mais en règle générale, ce que ça veut dire, c'est que si vous restez dans une vague, dira-t-on, relativement crédible, relativement réaliste, et si vous restez rationnel, tout à fait, vous pouvez former votre propre réalité. Mais, parce qu'il y a un mais, il y a quand même quelques petits trucs. Je vais vous raconter une blague. C'est une blague juive, j'en connais beaucoup. C'est Moshe qui va un jour à la synagogue et qui va donc prier. Et puis il dit à Dieu, mon Dieu, écoute, maintenant ça fait des années et des années que je te sers, j'ai été ton serviteur pendant des années, je crois en toi, j'ai fait beaucoup de choses pour toi, fais-moi gagner au loto, je t'en prie, fais-moi gagner au loto. Et donc, après il rentre chez lui. Le samedi suivant, il n'a pas gagné au loto, et donc il trouve que c'est pas sympa, et donc il recommence sa prière. Et puis il dit à Dieu, écoute, t'es pas sympa quand même. Je t'ai demandé, pour une fois que je te demande quelque chose, tu pourrais le faire. Pourquoi tu me fais pas gagner au loto avec tout ce que j'ai fait pour toi? En fin de compte, c'est vrai, c'est pas juste. Alors, je t'en prie, fais-moi gagner au loto, please, 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 s'il te plaît. Et il rentre chez lui. Et donc, le samedi suivant, Moshe revient à la synagogue. Il a toujours pas gagné au loto. Et cette fois, il est en pétard. Et il lui dit, écoute, vraiment, là, tu pousses un peu loin, hein. Je sais que tu es tout puissant, mais quand même, faut pas te la péter trop. Écoute, maintenant, ça fait 3 fois que je te demande de me faire gagner au loto, et puis t'as rien fait, c'est pas possible, c'est quoi ce truc? Et à ce moment-là, le ciel s'ouvre, une lueur immense pénètre dans la synagogue et illumine Moshe, et il y a une grosse voix qui lui dit, mais Moshe, est-ce que tu as joué au loto? Et en fin de compte, c'est là où est le truc. Comme je vous l'ai dit, en psychologie cognitive, on a toujours ces 4 choses en même temps, la pensée, etc., etc. Et entre autres, il y a l'action. Le fait de croire, ça n'est pas suffisant. Ça, c'est la première des choses importantes. Il ne suffit pas de croire. Les gens qui ont eu de meilleurs résultats au test en croyant qu'ils allaient avoir de meilleurs résultats au test, en étant persuadés qu'ils allaient avoir de meilleurs résultats au test, ils ont étudié. Ils sont pas allés au cinéma, etc., en disant, bon, bah, c'est bon, je crois, donc ça va marcher. Là, on revient encore à un truc, là, on revient à la superstition. Donc oui, la croyance, plus l'action, plus le réalisme, oui, ça marche. Dernier truc extrêmement important qu'il vous faut savoir, et vraiment il faut y faire très attention, c'est ne visualiser qu'en positif. Alors, visualiser en positif, je ne veux pas dire ça comme le genre je ne veux pas voir ce qu'il y a de négatif, je veux seulement voir ce qui est positif, etc. Non, c'est pas comme ça. C'est parce que notre esprit, notre cerveau ne comprend pas les négations. Et ça, c'est vraiment une erreur que beaucoup d'entre nous commettent régulièrement, c'est que nous pensons trop souvent en négation. C'est-à-dire, par exemple, si vous dites à quelqu'un que vous connaissez, surtout, n'oublie pas de faire ceci, cela. Ou attention de ne pas tomber ici ou là. Là, ça, c'est du négatif. Et notre cerveau ne peut pas comprendre le négatif de cette façon-là. Si je dis à votre cerveau, n'imaginez pas un éléphant rose, c'est pas possible pour votre cerveau. Votre cerveau ne peut pas ne pas faire quelque chose que vous lui demandez de ne pas faire. Il est obligé de faire l'éléphant rose pour après ne pas y penser. C'est un non-sens pour votre cerveau. Il ne peut pas faire ça. À partir du moment où vous dites éléphant rose, boum, votre cerveau, il a fait son éléphant rose. Donc, si vous dites à quelqu'un, surtout n'oublie pas de, le cerveau va comprendre, surtout oublie de. Attention, ne tombe pas sur, attention, tombe sur. C'est tout simplement parce que votre cerveau ne peut pas
comprendre, ne peut pas faire la négation. Et c'est pour ça que quand on se dit, surtout, il faut pas que ça arrive, il faut pas que je fasse ça, il faut pas que ça m'arrive, il faut pas, etc. Boum, ça va vous arriver. C'est pour ça que je dis, il faut l'inverser en positif. Donc, vous ne dites plus à quelqu'un, surtout n'oublie pas de, mais surtout souviens-toi de. Surtout ne tombe pas, surtout fais attention à faire un pas au-dessus du fil, ce que vous voulez. Formuler les choses négatives. Il ne faut pas que ça arrive, il ne faut pas que l'argent arrive trop tard sur mon compte, il faut que l'argent arrive à temps sur mon compte. Vous visualisez que l'argent arrive sur votre compte à temps, à telle date. Donc, l'important, c'est rester rationnel, rester dans les limites de la réalité, travailler et croyez. Là, oui, c'est un fait que les choses risquent de fonctionner bien mieux. Pour finir, je vais faire un petit peu de pub pour moi parce que j'ai fait un programme qui s'appelle la lampe magique, justement, où je vais plus loin et où j'explique un petit peu tout ça et les différentes méthodes en détail. Et vous pouvez le trouver sur lampe.malka.xyz. Et puis, vous allez pouvoir connaître les autres techniques qui sont un petit peu plus évoluées, etc. Mais là, j'espère que ça vous a motivé, que ça vous a donné quelques idées, que ça vous a donné des possibilités, que ça vous a ouvert des portes, surtout, que vous allez pouvoir utiliser au quotidien en voyant comment vous pouvez visualiser. Ne visualisez jamais les angoisses, etc. Visualisez les côtés positifs des choses. Parce que si vous visualisez le négatif, faut pas vous étonner que ça vous arrive. Vous visualisez des films, ils arrivent. Mettez, et surtout ça c'est important, quand vous visualisez le positif, mettez-y autant de force que lorsque vous visualisez le négatif. Parce qu'en règle générale, on a une tendance à voir les choses qui nous arrivent, à les craindre tellement qu'on met beaucoup plus d'énergie à ce qu'on craint qu'à ce qu'on veut qu'il arrive. Et ça, il va falloir inverser cette tendance pour pouvoir surmonter justement ce problème. Alors, ne serait-ce que ce webinaire, prenez ces conseils, notez-les, faites les techniques et puis n'hésitez pas plus ou moins plus tard à mettre des commentaires sur YouTube ou ce que vous voulez ou à me faire savoir par mail si ça a marché et comment ça a marché. Voilà, c'était le dernier. Il y a Julie qui me dit c'est génial. Merci, ça me fait plaisir Julie. J'espère que vous allez pouvoir utiliser ces techniques. Et je vous dis donc c'est tout pour cette année. Je vous souhaite des bonnes fêtes de Noël quand vous y arriverez et puis joyeuse année, bonne et nouvelle année quand on y arrivera. Et puis, je vous retrouve l'année prochaine pour de nouveaux webinaires. J'espère vous retrouver nombreux. Ok. Oui, la pensée positive, changer notre façon de voir et de vivre les choses. Oui, tout à fait, Christine, tout à fait d'accord. Merci Cyril pour ce rappel. Bonne soirée à tous. Bonne soirée Christine. Et bonne soirée Sandrine et Diana et Ourida et Capucine et Laurence et tout le monde. Merci, bonne fête. Allez. À l'année prochaine. Au revoir tout le monde. Cyril Malka, sans divan.